Eh bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde sur la thématique l'IA, comment adopter ChatGPT et compagnie pour doper la génération de leads. Voilà, alors, vous le savez, l'IA et ChatGPT sont un sujet qui, depuis 6 mois, ont explosé et énormément impacté les outils et le métier des forces de vente et des marketeurs. On a Typeform qui a levé 122 millions l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. On a Invoca qui a levé 83 millions sur le sujet. On a Salesforce, on a la chance d'avoir autour de cette table ronde qui a fait un partenariat avec WhatsApp. Et on a évidemment OpenAI qui a lancé, vous le savez, ChatGPT à grand renfort de milliards fournis par Microsoft. Donc la question, c'est comment ChatGPT et l'intelligence artificielle va véritablement impacter la génération de leads. Alors pour en discuter avec vous aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 3 pointures sur le sujet. Je vais commencer par Simon Courgui, qui est donc Regional Sales Director chez Salesforce. Est-ce que tu peux nous dire, alors présenter Salesforce, je ne sais pas, mais nous dire ce que vous faites particulièrement sur la partie AI? Bonjour tout le monde, donc Simon Courgy, ça fait à peu près 8 ans que je suis chez Salesforce et ça fait à peu près 3 ans que j'ai pris en charge justement une équipe de data marketing spécialistes. Donc en gros, on est à peu près une petite dizaine en France qui s'occupent justement des sujets data et IA. À la fois pour le B2B et le B2C. Salesforce, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont une idée de Salesforce, est une entreprise CRM, on va dire du sens très large, qui accompagne de nombreux clients dans l'accompagnement de leurs clients. Et on va dire que sur la partie IA spécifiquement, on a toujours eu une couche d'intelligence artificielle dans chacun de nos produits depuis 25 ans, depuis que la société existe. Mais la très grosse innovation, notamment depuis quelques, on va dire, mois ou années, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va en parler ensuite, c'est vraiment l'apparition aujourd'hui et le mix qu'on va avoir entre l'intelligence artificielle et le sujet en vogue au moment du CRM, qui est le sujet des CDP. Donc, je m'arrêterai là. On va en discuter. On reçoit aussi Hervé Gonnet, qui est CEO et founder chez GetQuanti. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur GetQuanti? Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et un lien avec toi aujourd'hui, c'est que en fait, je suis un monsieur CRM moi depuis une vingtaine d'années. Entre autres, j'étais directeur marketing de l'offre SAP CRM, qui était effectivement à cette époque-là. Mais je crois que j'étais aussi le premier à me faire former sur Salesforce aux États-Unis il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, je suis ravi d'être là. On m'a d'ailleurs présenté un peu comme étant le Léonard de Vinci du CRM à une certaine époque. Et pour faire le lien avec GetQuanti, c'est que tout simplement, j'avais loupé l'idée de créer un Salesforce, puisque Salesforce avait fait avant moi. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on pouvait créer d'intelligent à mettre à côté d'un CRM? Et ben, on a créé GetQuanti, qui est une plateforme qui permet d'alimenter des outils de CRM et de marketing automation en lead gen, puisque grâce à notre techno qui va identifier quelles sont les entreprises qui viennent surfer sur un site internet, on a la capacité d'identifier des prospects et au bon moment pour les recontacter. Et pour faire le lien maintenant avec l'IA, avec mon associé Xavier ici qui est dans la salle, on a eu la chance en fait il y a à peu près 24 mois, donc bien avant que le monde découvre un peu ChatGPT, d'être un des premiers partenaires d'OpenAI et de commencer à réfléchir un peu sur cette nouvelle IA, cette nouvelle façon peut-être de générer du contenu entre le marketing et les ventes pour aider les marketing et les commerciaux à faire plus de lead gen. Donc je pense qu'on développera tout ça. Mais... Donc GetQuanti, data B2B de lead gen, et aujourd'hui, quelque part, une nouvelle filiale de GetQuanti qui s'appelle NBAIA, comme New Business Artificial Intelligence Assistants, voilà, qui donc sont des assistants qui vont nous aider tous les jours à améliorer notre lead gen quand on est commercial ou notre contenu lorsqu'on est marketeur. Moi, si on m'avait dit que je recevrais un jour Léonard de Vinci à une table ronde... Ah non, ouais, excusez-moi, alors je me suis permis peut-être. Non, c'est pas moi qui l'ai dit hier, c'est Monsieur Chotard, qui est le directeur marketing maintenant, je crois, de Google, mais qui était le directeur marketing avant de Salesforce. Donc, Merci. Alors, on finit avec Maxime Topolov, qui est co-founder et CEO de Code.store. Ouais, nous, pas Léonard de Vinci. Non, mais, non, oui. mais on est en train de faire un truc sympa avec ChatGPT, donc je voulais en parler. On est en train de remplacer 4000 commerciaux par ChatGPT dans une très grosse boîte. Donc nous, on est nous, on est boîte de service, on n'a pas de produit, donc on aide des grosses boîtes ou des moyennes boîtes à automatiser, à créer des applis métiers, mais avec beaucoup d'IA, du no-code, du low-code. On a un passé commun, puisqu'il y a 15 ans, on était sur les salons ensemble à développer des sites internet pour des grands groupes.
Donc on connaît bien le sujet. Alors on va commencer directement et rentrer dans le vif du sujet, de parler un peu de ChatGPT. Alors depuis que OpenAI a lancé ChatGPT en novembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, donc c'était en fin de compte il y a quelques mois, on observe une adoption extrêmement rapide de ChatGPT pour les marketeurs et pour la vente. Hervé, je vais commencer directement avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ChatGPT, quel est son impact sur la vente et le marketeur, enfin et les marketeurs? Alors, quelque chose que je ne vais absolument pas faire, c'est vous décrire la technologie d'OpenAI. C'est absolument pas l'objectif. Quand je dis OpenAI, à chaque fois, on comprend finalement ChatGPT. Mais il faut d'abord comprendre qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des API. C'est-à-dire que c'est un moyen d'interroger un système à distance, c'est ça, une API, qui, lorsqu'on lui fournit une information, va nous fournir une information de retour. Donc OpenAI, c'est ça, on voit ça comme étant une machine où on va lui envoyer ce qu'on appelle un contexte, ou voire même ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'écrire quelque chose, et puis derrière, ça va nous restituer quelque chose. Moi, je vais juste vous donner peut-être 3 points qu'on a découverts en fait avec OpenAI. La première qui a été dite tout à l'heure, c'est que finalement, ce genre d'IA va simplement augmenter qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui vous êtes dépend aussi de la manière dont vous allez spécifier votre demande dans ChatGPT ou ce qu'on appelle à OpenAI dans une API. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas, j'imagine, des prompt engineers. C'est-à-dire que vous avez tous essayé ChatGPT, mais pour arriver à un résultat qui soit concret et qui soit utilisable tous les jours, finalement, vous avez fait 2, 3, 5, 10, 15 essais pour arriver peut-être à la fin à un résultat qui vous convient, mais vous avez comme perdu un peu de temps. Nous, ce qu'on a compris, c'est que si on vous mettait à disposition des IA assistants, ou quelque part des prompt engineers spécialisés en marketing B2B vous ont déjà rédigé le prompt qui va bien par rapport à votre besoin, ben déjà vous allez gagner du temps. Donc quelque part, ce qu'on a compris, c'est que vous donner déjà des prompts prêts à l'emploi qui soient des presse-boutons, c'est déjà un premier gain. La deuxième chose qu'on a compris aussi, c'est que si vous spécifiez ou si vous êtes trop général sur la question que vous posez à ChatGPT, il va vous donner une réponse générale. Écris-moi une histoire d'un lapin qui rencontre Alice, bah très bien, il va l'écrire, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Par contre, si vous uploadez un document ou que vous l'envoyez sur une page web qui parle réellement du sujet dont vous voulez parler, eh bien, dans ce cas-là, si on upload, je dirais, ce contexte-là dans la mémoire d'un chat GPT, eh bien, il va être bien meilleur dans sa réponse. Donc, la deuxième chose intéressante, c'est qu'il faut donner un contexte à votre IA pour qu'elle puisse répondre de manière la plus facile possible. Et le troisième point dont on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un axe majeur, c'est que c'est pas que ça rédige du contenu plus rapidement, c'est vrai. On écrit un prompt, je dirais le temps qu'il écrive dans son chat GPT, on a la réponse. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de personnaliser finalement la relation ou l'email qu'on va envoyer ou le webinar qu'on va mettre sur Internet. Et donc l'aspect personnalisation est assez important. Donc, ne soyez pas des prompt engineers, peut-être faites confiance à déjà des gens qui ont déjà rédigé des prompts. Deuxièmement, donnez un contexte. Bah, pourquoi pas l'IA assistant va vous aider à uploader ce contexte-là pour mieux réfléchir. Et troisième point, surtout penser process, finalement personnaliser la relation que vous allez avoir avec vos clients. Maxime, toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette intelligence alors conversationnelle, comme on dit? Alors, moi, je suis moins du côté de... Moi, du côté génération de contenu ou génération de mails peut-être. Moi, je vois une énorme puissance de l'automatisation, donc je suis moins côté lead gen peut-être, mais plus côté automatisation des process de l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est la compréhension qu'on peut faire de l'intention de l'utilisateur ou du client, de la relation de l'utilisateur en général. Donc on est capable de faire des choses qui étaient impossibles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire discuter avec des humains et en sortir quelque chose qui sera compris par des machines. Par exemple, on peut discuter avec des clients et comprendre ce qu'ils veulent exactement, quel produit, donc on peut remplacer un moteur de recherche. Dans le cadre de certains projets, on va discuter avec des potentiels talents, par exemple pour les recruter et gérer toute la relation de recrutement, présentation au client du talent en ChatGPT. Donc on est capable de comprendre finalement l'intention de l'utilisateur. C'est la partie compréhension. Et la deuxième partie qui est très intéressante, c'est effectivement le contexte, mais plus dans le cadre commercial.
C'est-à-dire qu'on a tous des CRM très très beaux, très puissants, mais qui sont généralement assez vides et peu remplis. Le premier problème du CRM, c'est qu'il n'est pas rempli suffisamment avec du contenu. Personne n'a le temps, les commerciaux n'ont pas le temps de qualifier, de remplir et de saisir les infos. Là, ce qu'on est capable de faire avec de l'IA, c'est d'apporter une fiche contexte pour le commercial qui va appeler le client sur toute l'actualité du client, sur tout ce qui s'est passé, sur sa hiérarchie, son organigramme. Donc le commercial, sans passer une seconde sur le contact, va avoir une fiche complète sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, dans ce qui a été publié sur Twitter, ce qui a été lu dans les actualités sur le blog. Donc il peut raccrocher finalement son discours avec quelque chose de très concret, spécialisé, personnalisé pour l'interlocuteur et pour la boîte qui parle, à qui il parle. Donc ça, c'est très intéressant, le côté ingérer un maximum d'informations, résumer ça sur quelques lignes pour le commercial. Merci Maxime. Hervé, je vais continuer avec toi. Tu parlais tout à l'heure d'IA assistant. Oui. Alors c'est un mot que voilà, on utilise de plus en plus, Oui. ce mot-là. Alors ces fameux IA assistants, si on se focalise sur eux, comment on les intègre dans sa stratégie pour qu'ils soient vraiment efficaces, Ouais. particulièrement sur le marketing et la vente? Alors, déjà aussi, enfin, je suis pas le seul à dire ça, mais des gens comme le Gartner ou Forrester, tout ça, voient déjà que, en fait, il y a 3 grands usages des IA génératives aujourd'hui ou qui vont être adoptés par les entreprises. Je ne vous fais pas de dessin, c'est assez simple. Hein. C'est les gens qui font du marketing et qui font du contenu. C'est des gens qui font de la vente, qui doivent personnaliser des propositions commerciales. Et il y a un 3e point dont on ne parlera peut-être pas, mais toi tu as déjà commencé à en parler, c'est tout ce qui est ressources humaines. Parce que aussi les IA génératives aident beaucoup à trier des CV, à écrire des choses, etc. Donc là on va se concentrer en fait sur les 2 premiers points qui sont le marketing et les ventes. Et quand on parle de lead gen, alors évidemment on va penser au commercial hein, dans Salesforce qui va recevoir un lead ou une opportunité qu'il va devoir qualifier. Mais dans lead gen aussi, on va penser aussi en amont, c'est-à-dire sur le marketeur qui doit faire en sorte qu'il y ait un formulaire de contact qui soit rempli ou une entreprise qui vienne sur le site internet et qui soit reconnue par GetQuanti. Bref, on doit faire de la demand gen, de faire en sorte que les gens viennent consommer notre marque. Et là, typiquement, des exemples de ce que nos clients utilisent aujourd'hui en termes de marketing. Eh bien, aujourd'hui, admettons que je sois une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, je suis un alternant et on me demande d'écrire un webinar pendant 10 jours sur un sujet particulier. Je n'ai pas de compétences particulières, je ne connais pas vraiment le sujet. Eh bien, un e-assistant, en fait, on va lui donner un petit peu la descriptive du webinar, quelles sont les 3 personnes qui viennent et quelle est la cible, ce qu'on appelle le persona de ce webinaire-là. Et il va vous générer l'email qui va bien, la landing page qui va bien, les posts sociaux qui vont bien, les questions qui vont être posées pendant le webinaire, finalement aussi quel est le contenu du webinaire qui peut être fait aussi, et voire même, quelque part, presque faire un HTML que vous pourriez uploader sur votre site internet. Donc on voit bien que, déjà sur l'aspect marketing, le webinaire, ça marche bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici dans la salle aussi qui utilisent des outils de marketing automation. Alors Pardot chez Salesforce ou d'autres pour ceux qui utilisent, c'est pareil. Pour faire du marketing automation, quelque part, on va écrire des séquences d'emails. Si on les a bien faites, elles doivent être personnalisées, c'est-à-dire qu'on doit écrire ça pour une cible particulière. Eh bien, voilà, on sait le faire, mais si l'IA nous permet de se dire, voilà le message clé que je veux faire passer sur mon produit, voilà la cible que je veux faire, direction commerciale, ou bien direction financière, eh bien ça va pouvoir le faire. Et 3e idée aussi en marketeur. Rapidement. Alors, ok, très bien. Non, ok, j'arrête. Mais, non, mais vas-y. Non, mais 3e point aussi, c'est que généralement, on demande aussi de mettre à jour le site internet. Et le site internet, c'est pareil. Si on doit réécrire des choses, demandons à l'IA de le faire en ayant un persona en tête, ça le fera très bien. On va pouvoir ajouter 3 onglets qui vont verticaliser votre offre ou reutiliser votre offre si c'est nécessaire. Désolé si je parle trop, mais c'est... Non, mais c'est intéressant, donc ça m'embête de te couper. D'accord, non, mais je t'en prie. Simon, vous, chez Salesforce? Alors nous, chez Salesforce, comme j'expliquais auparavant, l'IA a toujours fait partie de la plateforme intégrale de Salesforce, souvent et très souvent sur de l'output. Quelle est la meilleure recommandation que j'ai poussée, quel est le meilleur contenu je vais faire. Là, toute la nouveauté, et je pense que ça rentre exactement sur ton point, Maxime, c'est vraiment la création de contenu. Notamment avec tout ce qui est l'AI générative aujourd'hui pour le marketeur. Aujourd'hui, avec une requête, on va dire, plutôt simple, je vais pouvoir requêter Salesforce pour décider d'aller, je ne sais pas, sur le segment Y et mon produit Z. Je vais vouloir créer plus de... J'ai pas assez de leads en ce moment, donc je vais aller créer une campagne de lead generation. L'outil va automatiquement
me proposer des segments avec toute l'information que j'ai dans Salesforce. L'outil va ensuite me créer des workflows ou des journées, des parcours avec des emails pré-templarisés qui sont déjà customisés à la personne. Et ensuite, tout ce travail-là, je vais du coup l'affiner ensuite selon mon marché, selon ma langue que je vais vouloir utiliser. Donc ça, c'est déjà comment aujourd'hui on va utiliser cet outil-là du côté du marketeur. Du côté du commercial, aujourd'hui, nos solutions vont vous permettre de, avec une simple photo de vos notes que vous avez prises en bloc-notes, puisque le gros souci, tu l'as bien dit, c'est le commercial qui va chez le client, qui prend des notes sur le bloc-notes et pas dans son CRM, et du coup, mon CRM reste vide. Comment, avec d'une seule photo sur de mon bloc-notes, je vais pouvoir carrément créer des next steps, carrément créer mon lead, mes opportunités dans ma plateforme, et accélérer tout ça. Une partie de ta question, c'était comment y arriver, etc. Il y a plein de réponses à ça. Il y a juste un exemple que je donne le plus souvent, c'est que l'IA, vous n'allez pas y échapper. Soit vous montez dans le train de l'IA, soit vous n'y montez pas. J'ai toujours un exemple, un grand client du recrutement, avec qui on a fait un pilote de 3 mois sur le simple fait de mettre un algorithme dans leur parcours de journée d'email qu'ils avaient mis en place pour envoyer l'email au moment où leurs clients ouvrent leur email. Historiquement, ils envoyaient un email le lundi à 9h et puis basta. Là, du coup, l'outil, à travers toute la semaine, va envoyer l'email selon l'heure d'ouverture du client. Ça a augmenté leur taux d'ouverture d'email d'à peu près 3,4%. Alors, mais pendant les 3 mois, la seule obsession de l'équipe, c'était de faire du deep dive sur notre algorithme, comment ça marchait, etc. Alors, au lieu d'adopter, peut-être travailler de nouveaux parcours grâce à cela. Merci Simon. Alors, on sait, dans un lead, il y a 2 grands facteurs, 2 grandes choses. C'est 1, la qualité du lead, et 2, le temps du cycle de vente. Alors Maxime, comment l'IA peut impacter et la qualité du lead et le temps du cycle de vente ? Moi, je suis très dubitatif sur la génération de contenu. J'écris un peu sur Medium, c'est comme ça qu'on se parle un petit peu, mais je ne crois pas pour l'instant, en ayant testé beaucoup ChatGPT, qu'il puisse générer du bon contenu qui soit lu par des humains et qui soit agréable à lire. Donc, par contre, effectivement, sur augmenter la qualité du lead, c'est-à-dire qualifier beaucoup plus la demande, aller chercher toutes les infos manquantes et réduire le temps passé sur la qualification du lead, c'est énorme. On peut, dès qu'une entreprise est rentrée, on peut aller télécharger sur le site internet, le scraper, récupérer toute l'info, son Twitter, son LinkedIn, combien d'employés, quelles sont l'activité par exemple du dirigeant, de quoi parle le dirigeant de l'entreprise, de quoi il a parlé dernièrement. Quand le lead arrive du coup chez le commercial, tout le travail de qualification, en tout cas de lecture, etc. est fait. Alors souvent c'est des juniors qui le faisaient, et néanmoins c'est un travail qui est économisé et qui fait tout le temps, toujours, quel que soit le lead, que ce soit une petite boîte ou une grosse boîte. Premier, réduire le cycle de vente. Plus on est pertinent, plus on est personnalisé, plus on crée de la confiance entre le lead et le vendeur, plus rapidement on peut closer. Donc tout ce qui permet de créer de la confiance, c'est tout ce qui va dire « moi je m'occupe que de toi monsieur Nicolas » ou que de toi Simon, pardon. Donc ça veut dire que mon mail sera non seulement personnalisé par rapport à tout ce qu'on s'était dit avant, mais aussi par rapport à ton activité sur LinkedIn. Donc je vais montrer au prospect que j'ai lu. Je vais montrer au prospect que je me suis intéressé à lui dans les premiers mois, je pense que premières années, parce qu'après tout le monde aura l'habitude d'avoir ce même niveau de service. Mais au moins, c'est toujours très agréable quand on reçoit un mail, que la personne me parle de mon dernier post LinkedIn, de mon dernier post Medium, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. On est biologiquement fait comme ça. Donc je pense que c'est sur ces 2 aspects-là, création de confiance et réduction de temps de qualification. Et donc la personnalisation, c'est exactement ce dont parlait Hervé tout à l'heure. Toi, Simon, du coup, sur ces deux KPI primordiales pour le lead ? Je vais prendre, je crois en faire tout un discours, je vais prendre 2 exemples très basiques. Un, on parlait de personnalisation, c'est très marrant parce que de plus en plus, nos clients, historiquement B2B ou B2B, viennent nous voir avec des use cases justement très B2C. Donc on utilise l'IA aujourd'hui pour aller personnaliser du contenu sur des use cases de browsing abandonné, dans certains cas sur des portails de clients, sur du panier abandonné, avec du coup toute l'IA derrière qui va aider à personnaliser à la fois l'email, la relance, pour qu'à la fois le commercial ou l'équipe marketing puisse pousser du bon contenu, ou en tout cas le bon événement selon mon comportement que je vais avoir. Le deuxième point, évidemment, pour raccourcir le cycle de vente, ça va être tout ce qui est la priorisation et le scoring de mes leads.
scoring de lead qui n'a rien de nouveau dans le CRM ou de la vente typique CRM. La grosse nouveauté depuis, on va dire, 2 ans, 3 ans, c'est justement ce scoring-là qui aujourd'hui touche un peu au sujet que je disais en intro sur les sujets CDP et IA. C'est comment est-ce que je vais faire ce scoring de mon lead avec non seulement de la donnée déclarative, je suis venu sur le site, je vais donner mon nom, je sais que j'ai acheté tel ou tel produit, mais surtout ajouter le comportemental sur ce score-là. Nombre de fois que je suis venu sur le site, j'ai passé 2 minutes sur le webinar, je suis sur mobile quand je regarde tel ou tel produit, je suis peut-être en mouvement, etc., etc. Toutes ces infos comportementales vont aider le calcul du scoring et donc du coup mieux adapter le commercial pour aller vendre. Alors du coup, je vais rester avec toi. Quand on connaît bien avec Maxime, de la création de sites internet et donc de formulaires, qui est quand même le mécanisme principalement utilisé pour récupérer du lead. On nous dit que moins il y a de champs dans le formulaire, plus il va être rempli, ce qui du coup affecte le niveau de qualification du lead. Alors en quoi ces technologies qui font évoluer les interactions entre l'humain et les interfaces vont nous permettre d'avoir plus d'informations sur les leads qu'on va récupérer ? Alors j'ai réfléchi plusieurs fois quand tu nous as demandé de préparer un peu quelques réponses par rapport au formulaire. Est-ce qu'il doit être court, est-ce qu'il doit être long? Bon, le basique évidemment, plus c'est court, plus c'est efficace, mieux c'est. Mais en fait, je reste borné sur cette réponse sur la personnalisation de l'expérience parce qu'en fait, l'IA va notamment nous aider à est-ce qu'un formulaire doit être envoyé tout d'un coup au lieu de réfléchir s'il doit être court ou long. Est-ce qu'un formulaire ne peut pas être divisé en 2 ou 3 et apparaître tout au long de votre expérience, potentiellement sur le site, potentiellement durant un webinar, durant un événement? Est-ce que mon expérience de navigation à l'heure actuelle me donne immédiatement un pop-up parce que c'est froid? C'est-à-dire que je dois aller dans un site et je dois aller chercher le formulaire pour avoir des informations. Est-ce que je vais avoir justement peut-être un pop-up ou quelque chose qui va apparaître sur mon site, mon application, qui me permet d'aller plus loin dessus? Et c'est surtout cette expérience-là qui pour moi est la plus importante. Et bien évidemment l'apparition, je parle toujours du B2C, B2B, l'apparition de plus en plus de bots dans des sites traditionnellement B2B pour accompagner l'acheteur, pour accompagner le client, pour effectivement effectuer son achat, sa signature de son contrat ou le motiver ou le faire connaître un peu plus nos produits. Ou un formulaire avec juste une information, c'est l'email, le contact, ça doit suffire. On n'a plus besoin justement de saisir le poste, ton truc, parce que tout est récupérable, toutes les infos sont disponibles publiquement. Il suffit d'avoir un bout d'intelligence qui va à partir d'email chercher le nom, le prénom, LinkedIn, son poste, sa boîte, où il est maintenant et qu'est-ce qu'il fait. Donc pour moi, le formulaire devrait disparaître. Il ne sert à rien aujourd'hui. On a toutes les technos pour ne pas demander 14 champs à remplir à l'utilisateur qui est absolument inutile. Et je rajouterais juste, si vous faites de l'IP tracking, il n'y avait plus besoin de formulaire, puisque vous savez quelle est l'entreprise qui est en train de venir sur vos sites internet. Ouais, voilà, donc demain, dégager des leads, il ne faudra plus rien faire. Ça va être très pratique. Alors, qui dit intelligence artificielle dit data, set de données. Simon, qu'est-ce qu'il faut comme données pour pouvoir utiliser ces technologies-là? Est-ce qu'il faut des données? Comment on les récupère? Alors, les données, il en faut, ça clairement. Je ne ferai pas mon boulot étant chez Salesforce si je n'ai pas qu'il ne faut pas de données. Ça me permet juste d'ouvrir le sujet un peu CDP-IA sur lequel je parle depuis le début. Aujourd'hui, vous êtes certainement au courant, vous avez peut-être des élans, vous avez peut-être entendu parler du sujet CDP. Chacune des entreprises à qui on parle a une définition différente. Le sujet de la CDP, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui tout un mouvement aujourd'hui, on va dire technologique, qui permet un peu de répondre à la promesse ultime de ma fiche contact 360. C'est des solutions sur le marché qui vont vous permettre justement de collecter toutes mes données et toutes vos données déclaratives aujourd'hui que vous aviez, vos données structurées ou non structurées, et d'y ajouter aussi toute la partie comportementale. Ces CDP-là vous permettent notamment d'aller connecter vos outils CRM d'engagement client, mais aujourd'hui aussi tous vos data lakes que vous avez pu potentiellement construire et développer à travers les âges, ou alors mettre sur des solutions, on va dire, SaaS récentes ou plus récentes, type des data lakes dans un Google Cloud ou dans un Snowflake, etc. etc. L'idée aujourd'hui, c'est que bien évidemment, il faut de la donnée, il faut que ces données soient activées là. Et aujourd'hui, la plus grosse innovation, notamment chez Salesforce, c'est justement d'y appliquer
cette IA-là sur toutes vos données. Pourquoi ? Parce que historiquement, l'IA n'est rien de nouveau, l'IA existe, mais souvent l'IA, elle est équipée le commercial avec ses données de commerciaux. L'IA, elle est équipée le marketeur sur des activités ou des recommandations sur ses données de marketeur. Ça devient tout un cercle beaucoup plus vertueux quand justement mon marketeur et mon vendeur, par exemple, ont accès à toutes les données de son client. On parle notamment d'account-based marketing dans le B2B. Qu'est-ce que mon client Simon, aujourd'hui, je suis directeur des achats au sein d'une entreprise, mais cette entreprise-là a aussi des informations-là. Toutes ces informations-là existent peut-être dans d'autres systèmes d'information. Et avoir cette fiche complète à la fois de moi, Simon, le directeur, mais aussi mon entreprise, me permet d'avoir une information beaucoup plus importante. Donc oui, la donnée, oui, comportementale, déclarative, etc. etc. Et si vous n'avez pas de data, comme ça peut arriver beaucoup de fois, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi automatiser avec ChatGPT notamment, et les LLM en général, pour aller récupérer en temps réel ou quasiment sans avoir de données. Énormément de données sont disponibles publiquement, qu'on peut aller récupérer cette donnée-là de manière plus ou moins automatique. Et ça, ce genre de truc qu'on fait tout le temps, automatiser. On n'a pas de données, on arrive, on veut avoir une relation client hyper personnalisée. Comment on fait ? On va aller chercher la donnée, on va aller chercher sur les drop contacts, sur les LinkedIn, sur toutes les sources de données publiques finalement. Donc le web est devenu une formidable base de données, quoi. Exactement, qu'on peut maintenant exploiter parce que justement on peut aller travailler sur des données non structurées, donc on ne peut pas faire des requêtes sur le web, mais par contre on peut aller analyser des pages, les lire, et maintenant de manière automatique. Hervé, en 1 minute, l'importance de la donnée. Alors, en fait, je voulais juste peut-être faire un petit retour en arrière, puisque en fait là on parle de données et on parle d'IA. Et moi, je pense que ça fait déjà 10 ans qu'on parle d'IA et de données, et quelque part qu'on a déjà, avec des CDP ou pas, déjà fait pas mal le tour de ce qu'on peut faire. Je voulais juste qu'on regarde maintenant un peu l'avenir, parce que réellement, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a des IA qui interrogent la donnée, c'est sûr, mais maintenant, on a des IA génératives. Et des IA génératives, finalement, elle n'a pas tant besoin que ça de données, elle a besoin d'un contexte. Et le contexte, on peut aller chercher sur Internet, une page web, un document. Donc finalement, donner un contexte à l'IA aujourd'hui, c'est simple. On n'a peut-être pas besoin de tant de données que ça. La deuxième chose, par contre, dont on devrait pouvoir se poser la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour entraîner ces IA pour qu'elles répondent correctement en fait, à mon besoin. Là, je parlais juste technique 2 secondes pour ceux qui connaissent un peu l'e-prompt. En fait, il y a une manière d'entraîner en fait, les IA. C'est ce qu'on appelle en fait, lui donner des exemples. Et avec ChatGPT, en fait, avec OpenIA, finalement, quand tu donnes un exemple ou 2 exemples de ce que l'on souhaite, c'est amplement suffisant pour arriver à 80-90% de niveau de qualité. Donc l'entraînement est très simple avec ces IA génératives. On n'a peut-être pas besoin de tant de données que ça pour y arriver. Et alors du coup, je vais poser la dernière question, mais extrêmement rapidement. En guise de takeaway, sur la profusion des outils qui sortent tous les jours et qui sont tous, qui nous promettent tous des leads absolument merveilleux. Si vous deviez nous en conseiller qu'un, qui n'est pas vous. Moi, je dirais Salesforce, hein, évidemment. Simon ? Faites confiance, testez-le, voyez, on parlait de contexte, voyez comment utiliser l'IA du mieux possible dans votre contexte, mais montez dans le wagon. Et Maxime, tu auras le mot de la fin. Je pense que tout ce qui est automatisation de workflow, de contact un par un, par exemple comme la Growth Machine, Drop Contact, WeConnect, qui vont automatiser justement le parcours de tous ces sites, réseaux sociaux, sites, Twitter, etc. Et multiplier de manière automatique les touchpoints avec les clients, ça c'est pas mal. Sans forcément présager de ce qu'on stocke l'information comme un CRM, Salesforce, HubSpot ou d'autres. Alors j'ai fait de la pub pour Salesforce, mais je vais quand même reciter peut-être NBAIA, N-B-A-I-A. Voilà. Sur LinkedIn, on n'est pas encore absolument référencé sur Google, mais NBAIA sur LinkedIn, on a des assistants prêts à l'emploi pour vous, gratuits pour vous voilà, tester. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller le voir directement. Merci à vous en tout cas. Merci. Au revoir.